Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, 73 ans après le massacre de Maillé, toujours beaucoup de questions en suspens, notamment sur l'identité des auteurs. L'enquête vient d'être classée sans suite. L'économie tourangelle a le sourire, de plus en plus de créations d'entreprises sur le territoire et de moins en moins dans le rouge. Donner un rein ou un cœur, un sujet encore tabou pour bon nombre de Français, un geste qui peut pourtant sauver des vies. Nous nous rendrons au CHU Bretonneau, l'un des plus gros centres de transplantation en France. L'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher placés en vigilance orange pour vent violent. Selon Météo France, de fortes rafales pouvant aller de 90 à 100 km/h sont attendues ce soir et la nuit prochaine entre 20h et 23h, avec quelques averses de pluie et de neige qui pourraient par endroits rendre les routes glissantes. Les préfectures encouragent donc chacun à rester vigilant et à limiter ses déplacements ces prochaines 48 heures. Nous vous en parlions hier, le 25 août 1944, 124 habitants de Maillé, petit village d'Indre-et-Loire, sont massacrés par les Allemands. L'enquête, débutée en 2004, n'a jamais réussi à identifier formellement les auteurs. Elle vient d'être classée sans suite, faute de preuves. Les rescapés du massacre et leur avocat entendent bien pourtant aller jusqu'au bout pour connaître la vérité. Aurélie Renaud. Aucun auteur encore en vie n'ayant pu être identifié, j'ai classé l'enquête sans suite. Parmi les membres des unités soupçonnées, 6 au total, qui ont été entendus comme témoins, aucun n'a pu faire de déclaration sur les crimes commis. Ces déclarations sont celles du procureur de Dortmund à l'avocat des parties civiles françaises dans l'enquête sur le massacre de Maillé. Après 12 ans d'investigation, le parquet classe l'affaire sans suite. On a des faits, mais on aurait voulu avoir des visages, alors des visages, des vieux visages. Mais il faut savoir que le procès aurait pu avoir lieu en Allemagne. Je ne vous cache pas que pour les victimes, j'espérais qu'il y aurait un procès et qu'on puisse avoir un début d'explication et peut-être des excuses, qu'on mette un visage sur cette centaines de soldats allemands qui ont tué ces femmes et ces enfants. En 2004, l'Allemagne ouvre une enquête. À l'époque, le procureur Maass vient en personne à Maillé à la rencontre des rescapés et des familles de victimes. Aujourd'hui, le classement sans suite est une étape supplémentaire. Serge Martin avait 10 ans lorsque le 25 août 1944, ses parents, son frère et ses 2 petites sœurs sont tués. La plus jeune avait 6 mois. Serge Martin espérait pouvoir mettre un nom sur cette tuerie et pourquoi pas rencontrer un des soldats qui était présent ce jour-là. Et la première chose que je lui demanderais, c'est comment il a fait pour vivre après avoir fait des choses pareilles. Comme pour vivre normalement. Mais maintenant, à la jouisson qu'il soit condamné... Dans son enquête, le procureur allemand cite 6 unités suspectes, dont la 17e division SS. Mais impossible de dire aujourd'hui pourquoi ce 25 août 1944, des soldats tuent 123 personnes âgées de 3 mois à 89 ans. Plus d'ADN, plus de preuves matérielles et des soldats qui auraient aujourd'hui 90 ans. La seule possibilité pour les rescapés et les familles de victimes serait le recours, par le biais de leur avocat, au parquet général de Hamm en Allemagne. Il y a une dimension morale derrière cette éventuelle décision qui n'est pas encore prise, qui est que travaillée, c'est de se dire, voilà, l'importance du sujet, je pense, mérite. C'est le fait de se regarder dans le miroir et de se dire, bon, on a tout essayé. L'espoir est peut-être maigre aujourd'hui, mais un procès pourrait avoir lieu 70 ans après le massacre si un jour, un soldat allemand pris de remords passait aux aveux. L'aéroport de Tours continue sur sa lancée avec une progression de 6% en termes de trafic et de fréquentation. Si la barre des 200 000 passagers n'a pas encore été atteinte, l'année 2016 a tout de même enregistré de bons chiffres avec près de 198 897 passagers, une croissance constante depuis 2010, due en grande partie à l'activité de la compagnie à bas coût Ryanair et ses destinations européennes comme Londres, Dublin ou encore Porto. L'an dernier, plus de 50% des morts sur les routes en Indre-et-Loire avaient plus de 50 ans. Seniors au volant, la sécurité en débat, c'est le thème du Grand Talk cette semaine. À partir de quel âge y a-t-il danger? Quels sont les risques? Et surtout, existe-t-il des dispositifs pour améliorer la sécurité de nos seniors sur les routes? En plateau, plusieurs invités, dont Jean Savoie, 93 ans, maire de Pouzé, ou encore le docteur Philippe Chalumeau, qui nous parle de l'aptitude de chacun à la conduite. Extrait. Ce
qui compte en fait, c'est les capacités physiques, hein, puisque en fait, il n'y a pas enfin, la définition d'un conducteur âgé, elle n'est pas si claire que ça. On parle plutôt de 75 ans, voilà, c'est un peu ça. Mais donc évidemment, avec l'âge, on a les capacités cognitives qui diminuent, on a les capacités motrices qui diminuent, on a les capacités visuelles qui diminuent également, et éventuellement les capacités auditives. Mais il faut mettre en parallèle à ça le fait que généralement le conducteur adapte sa conduite en fait à ces déficits qui s'installent très très progressivement. Et finalement, la personne âgée n'est pas plus dangereuse qu'un jeune en fait. Ils ont moins d'accidents que les jeunes. Par contre, ils meurent plus puisque 22% des décès sont des personnes âgées parce qu'ils sont plus vulnérables. Dans l'actualité également, cette bonne nouvelle pour l'économie tourangelle, le territoire reste toujours très dynamique en termes d'attractivité. D'un côté, de moins en moins d'entreprises se retrouvent en difficulté. De l'autre, on note de plus en plus de création de sociétés. Petit point noir, en revanche, toujours autant de pertes d'emplois. État des lieux avec Amanda Breuer-Rivera. 2016, une année mi-figue, mi-raisin pour les entreprises. La santé des sociétés tourangelles s'améliore fortement. Le nombre d'entreprises en difficulté a chuté de 18%. Comptez 392 procédures collectives en 2016 contre 481 en 2015, soit environ 400 dossiers présentés devant le tribunal de commerce, un niveau plus vu depuis la crise de 2008. Autre point positif, l'économie tourangelle a été particulièrement dynamique, plus 30% d'immatriculation d'établissements en plus l'année dernière. Sur les 3163 nouvelles sociétés, un cinquième sont des auto-entreprises. Au total, il y a eu 2 fois plus de création d'entreprises que de radiations dans le département. Pour autant, impossible de dire que la reprise est là. Les entreprises sont peut-être pas reparties complètement à la hausse, mais elles ont évidemment fait des économies. On a parlé de l'argent pas trop cher, le pétrole moins cher, le CICE, des choses comme ça, et elles ont incontestablement rétabli leur trésorerie et elles sont moins tombées au tribunal de commerce. Malgré la diminution du nombre d'entreprises en difficulté, le nombre d'emplois perdus reste le même qu'en 2015. Outil-Ror et ses 250 employés pèsent lourd dans le paysage des liquidations judiciaires. Les difficultés économiques touchent essentiellement les petites sociétés. En 2016, le secteur de la restauration et de l'hôtellerie a été particulièrement sinistré. Toutefois, moins que le BTP, dont les entreprises restent encore fragiles, malgré une conjoncture qui s'améliore. On sent bien qu'en 2016, il y a de plus en plus de permis de construire. Il y a aussi un certain nombre de particuliers qui ont entrepris des programmes de restauration. Donc c'est vrai qu'on a le sentiment que le bâtiment fonctionne un peu mieux. Il n'empêche que c'est toujours, on parlait tout à l'heure des auto-entrepreneurs, c'est toujours un secteur où les auto-entrepreneurs exercent une concurrence extrêmement difficile. Selon les pronostics du tribunal de commerce, le premier semestre 2017 promet de continuer sur cette voie, en attendant toujours une reprise économique. En bref, hier soir, le préfet d'Indre-et-Loire et le maire de Tours se sont réunis pour évoquer le sort du foyer Albert Thomas. Avant les vacances de Noël, l'association qui s'occupait du lieu a été placée en liquidation judiciaire. Un appel à projet a donc été lancé aujourd'hui pour reprendre le foyer toujours occupé. Le préfet qui a insisté sur l'importance de préserver ces 36 places d'hébergement d'urgence, mais des places qui doivent être uniquement réservées à des personnes sans domicile fixe. Il se trouve qu'il y a des demandeurs d'asile qui n'ont pas à y être, ou des réfugiés qui n'ont pas à y être. Un demandeur d'asile, sa place, c'est un logement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et un réfugié a le droit à un logement pérenne, ça relève du droit commun, et ça se fait entre l'État et les bailleurs sociaux. Quant aux autres, ils pourront rester dans le local qui appartient à la ville. Mais il faut nous laisser la possibilité de les gérer dans l'attente d'une réponse à l'appel à projet. Santé maintenant avec un sujet encore tabou en France, le don d'organes. Chaque année, ce sont plus de 20 000 personnes qui sont en attente d'une greffe. Depuis 1976, la loi stipulait que toute personne était présumée donneur, sauf s'il exprimait son refus de son vivant. À partir du 1er janvier 2017, les possibilités d'exprimer son refus se sont élargies, avec la possibilité de s'inscrire directement en ligne ou alors confier sa décision à un proche en cas de décès. Objectif, diminuer le taux d'opposition. Sephora Namani.
Un don de vie pour ce rescapé. Ancien kinésithérapeute, Pascal Rivière est aujourd'hui président de l'Ordre des kinésithérapeutes d'Indre-et-Loire. Une activité qu'il n'aurait pas pu exercer sans une greffe du cœur il y a 7 ans. Depuis ce jour, il redémarre une nouvelle vie toujours plus investie. Vous savez, j'étais déjà donneur avant. Et puis finalement, j'ai bénéficié d'une greffe. Donc il y a les deux aspects de la générosité, celle qui était prête à donner et celle qui a reçu et qui conçoit très très bien qu'il y a une grande reconnaissance pour les familles du donneur qui ont cette générosité humaine de donner la vie une deuxième fois en fait à quelqu'un qui est alors investi d'une certaine forme de responsabilité face à ce don qui est précieux, face également à la société qui a permis ce don. Le CHU de Tours fait partie des plus gros centres de greffe en France. En 2016, les équipes de réanimation ont permis 20 greffes cardiaques, 111 hépatiques et 138 greffes rénales. Malgré tout, chaque année, des gens décèdent faute de greffe. C'est pourquoi un nouveau décret sur les conditions d'abord des proches est rentré en vigueur au 1er janvier 2017. Il vient renforcer la loi 1976 qui fait de tout Français un donneur présumé. Le décret vise à renforcer un petit peu cette loi, à la fois sur l'inscription sur le registre national des refus ou par moyen écrit pour les gens qui sont opposés au don d'organes, ou bien exprimer auprès de leurs proches leur volonté de donner leurs organes. Voilà. Un nouveau registre en ligne s'ouvrira à partir du 23 janvier 2017. L'objectif est d'inciter chaque Français à faire connaître sa position à ses proches et faciliter ainsi l'entretien avec la famille au moment du décès. C'est la position du défunt qui nous intéresse. On ne cherche pas l'accord ou le refus de la famille, on cherche vraiment la position du défunt. On voit bien l'intrication un petit peu de cette question avec la loi, puisque si le proche avait émis une position, qu'elle soit en faveur ou contre le don d'organes, cet entretien va être grandement facilité. Et ce qu'on veut éviter, effectivement, c'est que les proches se substituent à leurs défunts. Le taux de refus de 30% en moyenne en France pourrait bien s'abaisser grâce à ce nouveau décret, permettant ainsi à plus de vies d'être prolongées et avoir la chance, pourquoi pas comme Pascal il y a 9 mois, de devenir grand-père. En sport, le TFC rencontrera Lens à domicile vendredi soir dans le cadre de la 20e journée du championnat de France de Ligue 2. Tours, 17e au classement, devra s'employer face au Sang et Or, pointant à la 3e place dans le tableau. Les Tourangeaux devront pourtant composer sans leur meilleur buteur, Denis Bouanga, retenu pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agira du premier match de reprise du TFC après une trêve d'1 mois. Et après une série de 4 derniers matchs sans défaite, le TFC espère ainsi poursuivre sur cette bonne dynamique. On écoute l'entraîneur et le capitaine au micro de Paul Sertilange. Il va falloir faire ce qu'on sait faire déjà. On joue contre Lens, mais on ne peut pas tenir compte que de Lens sur ce match-là. Je crois qu'il faut qu'on se concentre vraiment sur ce qu'on sait faire, ce qu'on a fait de bien ces derniers temps. Voilà, et puis espérer, dans certains domaines que je garde pour nous, évidemment les faire déjouer. Il faut regarder juste les 4-5 derniers matchs et s'appuyer sur ce qu'on a fait de très bien. La combativité, je me répète, hein, l'abnégation, le contre-effort, le sens du jeu dans le collectif. Il se voyait déjà à la tête de la toute nouvelle communauté de communes Touraine-Ouest-Val-de-Loire. Pierre-Alain Roiron, maire socialiste de Langeais, s'est fait souffler la victoire mardi soir, battu de 5 voix par Xavier Dupont, conseiller municipal de Riez. Il dénonce une cabale organisée par son propre camp. Il sera notre invité dans un instant.